Ce qui m'a le plus embêtée, on va dire, c'est le regard des autres. En fait, on se rend compte à quel point le regard des autres change pas mal de choses. Je sais qu'à partir du CP, j'ai été harcelée et en fait, pourquoi on me harcelait? Parce que j'étais différente. Moi, j'en avais rien à faire d'être différente, en fait. J'étais moi-même, en fait. Eh bien, bonjour, je m'appelle Aurélie Renard-Vignel, j'ai 34 ans, je suis multidys et TDAH et je suis également l'autrice de ce magnifique livre qui s'appelle Moi neuroatypique, le secret de ma résilience. Ce qui m'a poussée à écrire ce livre, je dirais que c'est d'abord thérapeutique en fait, parce que moi-même j'avais envie d'exprimer un peu mes émotions sur ce livre, parce que en fait j'ai suivi pas mal de choses comme le harcèlement, la discrimination, les difficultés scolaires, mais malgré tout j'ai quand même réussi. Et c'est ça que je voulais faire passer dans ce livre et montrer qu'on peut être 10 et avoir des forces et pouvoir réussir dans la vie en fait. Les troubles 10, c'est un dysfonctionnement d'une ou plusieurs zones du cerveau qui engendrent des difficultés dans certains domaines. Moi, par exemple, j'ai 7 troubles 10, donc la dyslexie qui engendre des difficultés en lecture, la dysorthographie qui engendre des difficultés en orthographe, la dysgraphie qui engendre des difficultés en écriture au sens dessin des lettres, la dysphasie qui engendre des difficultés de langage oral, la dyscalculie qui engendre des difficultés en mathématiques, la dyspraxie qui engendre des problèmes de coordination des gestes, aussi parfois des troubles du regard. Donc moi, par exemple, une fois j'étais dans Paris, avenue des Champs-Élysées ou presque, et j'étais incapable de voir l'Arc de Triomphe qui était pourtant gros. Et puis les troubles dysexécutifs que j'ai aussi, qui sont souvent liés au TDAH que j'ai aussi. Donc c'est problème de gestion de la planification des tâches et de gestion des émotions. Juste une petite précision, c'est vrai que des fois, dans les médias, on entend souvent des journalistes parler en disant oui, c'est une maladie. Non, ce n'est pas une maladie, c'est un trouble neurodéveloppemental comme le TDAH et les troubles du spectre de l'autisme. Et en fait, c'est là depuis in utero, hein, depuis la formation du cerveau, et on l'a à vie, mais heureusement, il y a des adaptations qui peuvent être mises en place. Le parcours scolaire, ça a été un peu compliqué au début parce que comme on connaissait pas vraiment les troubles 10 à l'époque, hein, vu que donc moi je suis de 91, donc à l'époque c'était pas si connu que ça. On a commencé à se poser des questions vers l'âge de 5 ans. Il y a quand même un certain retard au niveau psychomoteur, au niveau langage oral, au niveau autonomie. Et donc en fait la maîtresse de grande section a dit à mes parents qu'il aurait fallu éventuellement faire des examens au centre médico-psychopédagogique de Tours, puisqu'à l'époque j'étais en Indre-et-Loire. Et donc c'est ce qu'on a fait, et malheureusement à l'époque, les 10 n'étaient pas aussi connus qu'aujourd'hui. Heureusement aujourd'hui ça se démocratise et on en parle de plus en plus. Mais à l'époque c'était pas aussi connu que ça, donc on m'a juste donné des séances de psychomotricité. Alors j'aurais pu aussi aller en école spécialisée, ce que mes parents ont refusé, et heureusement sinon je serais peut-être pas là pour en témoigner. Pour tout ce qui est du travail, alors moi je suis en micro-entreprise, donc je suis solopreneur, et du coup en fait je fais de mon métier quelque chose d'adapté à mon handicap. Donc il y a des fois où je vais m'autoriser des pauses, et puis des fois je vais utiliser des logiciels qui me permettent de lire plus facilement. Par exemple utiliser le text-to-speech, donc c'est-à-dire d'avoir le texte qui est lu à l'oral plutôt que de lire soi-même à l'oral. Alors bien sûr, je lis à l'oral comme tout le monde, mais le fait d'avoir un support audio, ça me permet vraiment de me libérer un peu l'esprit et de comprendre un peu mieux ce que je lis. Et puis après, c'est des adaptations, des trucs et astuces d'ailleurs que je donne dans mon livre. C'est la méthode Pomodoro, c'est la théorie d'Eisenhower avec la priorisation des tâches, des choses comme ça. Donc en fait, on apprend à faire avec, en fait. On apprend à vivre avec, et puis au quotidien, il y a aussi les aidants familiaux. Donc mon mari qui est d'ailleurs derrière la caméra. Voilà, c'est de se dire que on n'est pas forcément 100% autonome, mais on réussit quand même malgré tout à trouver des astuces. Par exemple, ne serait-ce que pour venir quelque part, moi j'ai besoin du GPS si je me balade dans Paris ou et heureusement il y a le Live View
une application géniale de Google qui me permet, par exemple, avant c'était pas le cas parce que ça n'existait pas en France, mais en fait la view me permet de voir en surbrillance une flèche qui me dit bah c'est par là. Sinon, même juste avec le GPS, je n'arrivais pas à m'orienter dans l'espace. Il y a des fois l'option mon mari qui oui allô, je suis perdue. Est-ce que tu peux me guider? C'est un peu la carte au trésor. Alors 6 x 10, je suis là pour sensibiliser en fait, former, sensibiliser, faire du consulting en accessibilité aussi, pour les 10, puis témoigner bien sûr, des troubles 10 et de montrer que, bah, en fait, c'est pas parce qu'on est 10 qu'on est incapable et puis surtout de se dire que, bah, en fait les 10, ça peut être un atout en fait, hein. À l'époque où j'étais encore en études, on m'a demandé en stage de, repenser l'ergonomie d'un site web et rien que ça, je me suis rendu compte à quel point, en étant dyslexique et dyspraxique, eh ben, c'était un atout. Parce qu'en fait, les autres réfléchissaient pas comme moi. Et moi, mon mode de réflexion faisait que je voyais là où ça n'allait pas, mais je voyais aussi comment corriger le truc. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Je dirais que les défis déjà, c'est de trouver les professionnels de santé, les médecins, tous les spécialistes qu'on cherche. Aujourd'hui, on sait qu'on a entre 1 an et 2 ans d'attente pour avoir un orthophoniste, par exemple. Donc, bah, c'est vrai que je reçois beaucoup de parents qui sont désespérés, en mode: «Au secours Aurélie, comment je peux faire pour avancer?» Alors il y a des solutions, avec des petits jeux, des petits outils, heureusement. Donc moi, je les guide par là. Moi, je trouve qu'il y a un sujet qui revient souvent, c'est la parentalité, parce que c'est vrai qu'en fait, les parents sont concentrés sur leurs enfants, mais s'oublient eux-mêmes. Et donc, en fait, ils sont tellement désespérés qu'ils finissent souvent en burn-out parental, malheureusement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je revois souvent. Il y a souvent des parents qui m'appellent au secours Aurélie, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aider mon enfant? Je suis à bout de souffle. Moi, je suis là pour les écouter aussi parce que, bah, en fait, c'est super important, en fait, de se sentir écouté, de se sentir moins seul, de se dire que, OK, bah, je suis pas tout seul d'ailleurs. On a 10% de la population française qui est 10, soit environ 7 millions de personnes, voire plus, puisqu'effectivement, on compte pas ceux qui n'ont pas été diagnostiqués, et pourtant, Dieu sait s'il y en a. Mais en tout cas, voilà. C'est souvent la problématique aussi des aménagements à l'école. Voilà, à peu près, ce que je reçois comme défi, de la part des parents. Déjà, s'accepter soi-même. L'acceptation de son handicap parce que, bah, oui, effectivement, on a un handicap. Handicap ne nous définit pas, mais au final, bah, c'est toute la vie. Voilà, il faut s'accepter avec ses difficultés et ses forces et vraiment, c'est ça le message que je fais passer dans mon livre, c'est qu'en fait, bah, voilà, OK, on a subi des traumatismes et cetera, mais voilà, on peut réussir dans la vie malgré tout, avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de persévérance et de résilience. Un autre conseil, bon, si on est dyslexique, bah, voilà, prendre des logiciels adaptés, qui nous permettent, comme Edge Chromium par exemple, de lire un texte sur une page web ou sur un PDF. Moi, c'est vraiment ce qui m'a permis d'avancer un peu parce que avant ça n'existait pas tout ça, hein. Maintenant, on a les outils pour. On a la possibilité d'en parler de plus en plus. Je pense que de plus en plus d'entreprises, par exemple, sont ouvertes sur le sujet et heureusement. Ce qui m'a le plus embêtée, on va dire, c'est le regard des autres. En fait, on se rend compte à quel point le regard des autres change pas mal de choses. Je sais qu'à partir du CP, j'ai été harcelée et en fait, pourquoi on me harcelait? Parce que j'étais différente. Moi, j'en avais rien à faire d'être différente, en fait. J'étais moi-même, en fait et finalement, j'ai commencé, un peu plus à faire du masking, bah, un peu comme les personnes avec des troubles de l'autisme, à partir du moment où on me reprochait d'être qui j'étais. C'est passé par beaucoup d'épuisement, beaucoup d'énergie déployée à devoir, paraître normale, même si j'aime pas ça. Et puis même en conférence, c'est vrai que je suis obligée de compenser ma dysphasie, qui est, malgré tout assez sévère, hein. Là, ça va, je parle bien et cetera. Mais c'est pas dit que tout à l'heure, mon mari me ramasse pas à la petite cuillère en mode, Aurélie, avec un langage de 5 ans, quoi. Je pense que c'est un tout et l'accepter, savoir aussi où sont les difficultés, où sont les forces, quels sont les moyens qu'on peut mettre en place
que ce soit au quotidien, dans les apprentissages et en entreprise, en fait. Déjà une histoire d'altruisme. C'est vrai que j'ai vécu pas mal de solitude, hein, avec le harcèlement et cetera. Mais une fois que je m'en suis sortie, je me suis dit: «Mais en fait, il faut que je le partage». Parce que moi, à la base, quand j'étais jeune, je cherchais des témoignages de ces personnes-là, adultes, en fait. Et je me suis dit: «Bah, qui mieux que soi-même pour, finalement prêcher la bonne parole, si je puis dire». Donc c'est pour ça aussi que je me suis relancée un peu dans l'aventure. Et d'ailleurs, en fait, la première aventure dans laquelle je me suis lancée finalement, c'était un blog quand j'étais en BTS. Et puis après, bah, il y a eu, un souci malheureusement, que j'ai eu, avec le stage de fin d'études, qui m'a poussée à devoir aller voir, d'autres entreprises. Et quand le recruteur m'a dit, malgré que je savais, hein, que c'était un entretien pour rien finalement, mais elle m'a posé cette question: «Aurélie, comment tu te vois dans 5 ans?» Et là, boum, ça a été le déclic. Ça a été, bah, en fait, je veux sensibiliser, je veux prouver qu'on peut s'en sortir. En fait, c'est partager pour que les autres ne subissent pas ce que moi j'ai subi, en fait. J'ai participé au Talentéo Awards 2025 et vraiment, le fait d'avoir été, finaliste en catégorie, rédactionnelle, ça m'a permis de me dire: «Mais en fait, c'est la continuité de ce que je veux faire, c'est, ouvrir finalement peut-être une maison d'édition accessible au plus grand nombre». Parce que le nombre de personnes, dyslexiques, dyspraxiques qui sont empêchées de lire à l'âge adulte, parce que bon, pour les enfants, il y a beaucoup de maisons d'édition qui font des choses, et cetera. Pour les adultes, franchement, ça manque beaucoup. Donc c'est pour ça que mon livre, il est fait avec 3 formats: le format audio, le format e-book et le format papier. Quand on achète le format papier, on a aussi l'e-book et le livre audio d'offert. Donc ça, franchement, c'est ce que moi j'aurais aimé avoir en tant que dyslexique dans tous les livres, en fait. C'est vrai que bon, je sais que financièrement parlant, je suis pas sûre que ce soit vraiment d'utilité, mais en tout cas, voilà. C'est un souhait de ma part de vouloir rendre accessible la lecture. Bah, l'écriture, c'est un moyen de s'exprimer. Je peux pas forcément dessiner, donc bah, voilà. Donc pour moi, l'écriture, ça a toujours été, d'ailleurs, quand j'étais harcelée, c'était un échappatoire, hein. Et c'est le meilleur moyen de s'exprimer avec, bah, l'oral aussi, hein, de faire des podcasts, de faire des vidéos. Pour moi, c'est un moyen de faire passer un message un peu plus intime, je pense. Pour moi, le mot handicap, c'est pas un gros mot, hein. On réduit pas une personne, à son handicap, en fait. Au contraire, c'est même une force, en tout cas pour moi. Il y a une chose que je dis souvent à des jeunes, c'est: «Faites de votre différence une force».